150 mètres, c'est la distance sur laquelle une femme a été traînée, derrière une voiture, au beau milieu du désert du Nouveau-Mexique. C'est l'équivalent d'un terrain et demi de football. Imagine ça une seconde, 150 mètres de terre, de cailloux de broussailles qui déchirent la peau, le souffle qui manque, l'impossibilité de crier, de se détacher, d'arrêter ce qui est en train de se passer. Et au volant, il y a quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, qui a décidé que ça ne s'arrêtera pas avant la fin. Quand les policiers arrivent derrière cette grange isolée, ce sont les traces au sol qui leur révèlent tout. Des traces continues, longues, qui partent d'un point et mènent jusqu'à un corps. Et ce qui les glace, c'est de réaliser qu'il a fallu du temps, que ça ne s'est pas fait en quelques secondes. Chaque mètre a compté. Mais le pire, c'est ce que le médecin légiste leur dit après avoir examiné le corps. Elle était encore en vie quand ça a commencé. Et pour tout comprendre, il va falloir nager dans un océan de mensonges. Dans l'après-midi du 2 mars 2014, la police de Carlsbad reçoit un signalement qui ne laisse rien présager de bon. Un homme de 33 ans affirme que sa petite amie, Emily Lambert, a disparu. Cet homme au téléphone s'appelle Robert Glenn Hurley. Il est manœuvre de forage chez Big Dog Drilling et habite au Texas. Plus américain que ça, t'as le diabète. Sauf qu'il est actuellement en déplacement professionnel pour un chantier à Carlsbad, au Nouveau-Mexique. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il loge sur place. L'homme explique que sa copine, avec qui il sort depuis 3 mois, a fait le trajet depuis Lewisville, une ville au nord du Texas, pour venir passer le week-end avec lui. La veille au soir, le couple a décidé de descendre boire quelques verres au Blue Cactus Lounge, le bar du motel Stevens Best Western, dans lequel Robert a posé ses valises. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu boire leur verre tranquillement. Leur soirée a été perturbée par un autre individu, complètement bourré, qui s'est permis de draguer lourdement Emily, juste sous le nez de son compagnon. Résultat, une dispute a éclaté entre les membres du couple quand ils sont retournés dans leur chambre. Après ça, la jeune femme est partie seule à pied en pleine nuit dans la précipitation, sans rien emporter avec elle. Elle a laissé son portefeuille, son téléphone et sa clé au motel. Robert n'a aucune idée d'où elle est allée. Et plus inquiétant encore, Emily n'est pas revenue depuis. Les enquêteurs prennent note de tout ça. Mais pas que. Ils remarquent aussi une chose plus difficile à écrire dans un rapport officiel. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agit que d'une intuition. Et oui, pour quelqu'un qui est censé être inquiet, ou devrait l'être, Robert est particulièrement calme. Il ne pleure à aucun moment. Il ne semble pas agité non plus, hagard, ou même défait. Il est zen comme un mort. Bon, c'était peut-être pas la meilleure image. Quoi qu'il en soit, il communique bien, tout en donnant exactement les informations qu'on lui demande. Et pas une de plus. Les seuls détails qu'il livre spontanément sont ceux concernant la description physique d'Emily. Elle mesure 1,67 m, pèse 79 kg, elle a de longs cheveux blonds, des yeux bleus, et un grand tatouage qui représente un hibou dans le dos. Les policiers prennent immédiatement le signalement de Robert très au sérieux. Parce que, même si Emily est une adulte, une femme qui ne refait pas surface après être partie à pied de nuit, sans argent ni téléphone, ça sent pas bon. Surtout dans une ville qu'elle ne connaît pas, et où elle n'a aucun proche. Mais attention, pour les hommes aussi ça sent pas bon. Sauf que quand ils partent la nuit, on sait pas s'ils vont être victimes ou tueurs. Bon, mais dans ce genre de situation, où a-t-elle pu se réfugier ? En vérité, dès le départ, les enquêteurs se demandent si Robert leur a vraiment tout dit. Et si c'est pas le cas, que cache-t-il ? Pour l'instant, peu importe. Dans un premier temps, ce que veulent les autorités, c'est retrouver la trace d'Emily le plus rapidement possible. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'arriver à Carlsbad, ce week-end-là, elle n'était pas vraiment du genre à s'attirer des problèmes ou à inquiéter ses proches. Emily Lambert a 30 ans. Elle a grandi à Hurst-less-Bedford, une zone pavillonnaire du nord du Texas où les banlieues s'enchaînent, sans qu'on sache vraiment où l'une commence et où l'autre finit. Le genre d'endroit où il y a plein de ménagères désespérées. Emily a fait ses études secondaires à Euless, puis s'est inscrite à l'université du Nord Texas. Elle a décroché son premier poste de professeur des écoles à la rentrée 2013. Elle enseigne les mathématiques et les sciences à une classe de CE2 dans un établissement scolaire de Garland. L'année 2013-2014 est donc sa toute première année en fonction. Et elle adore son métier. Si elle l'aime autant, c'est peut-être aussi parce qu'il l'aide à changer ses idées. Faut dire que du côté vie privée, Emily vient tout juste de traverser une période difficile. Quelques mois plus tôt, en octobre 2013, elle a divorcé de Donovan, son ex-mari, avec qui elle a eu 2 filles, Eden et Danica, 4 et 5 ans à l'époque. La séparation a été douloureuse, mais heureusement, elle s'est faite sans éclat. Donovan s'est installé dans la même rue qu'Emily, pour rester proche de ses filles, et leurs parents font tout pour s'entendre et qu'elles ne souffrent pas de leur rupture. Le père d'Eden et Danica a même été présenté à Robert, et l'a vu à plusieurs reprises. D'ailleurs, il l'a trouvé correct et cordial. Robert et Emily viennent tous les deux du même coin du Texas, Euless, la ville où cette dernière a grandi et fait ses études secondaires. Ils ont formé un couple dès le mois de décembre 2013.
Donna, la mère d'Emily, l'a vu retrouver le sourire après sa rencontre avec Robert, qui s'est d'ailleurs toujours comporté avec ses filles comme si c'était les siennes. Et il avait déjà un peu de bouteille parce qu'il a lui aussi une fille d'un premier mariage. Tu l'as compris, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce week-end de mars 2014. Pressée de retrouver son compagnon, Emily confie Eden et Danica à ses parents, avant de prendre la route vers l'ouest le vendredi dans l'après-midi. 8 heures de route la séparent de Carlsbad. Elle arrive donc au Stevens Best Western le 28 février vers 22h. La journée du samedi se passe bien. Entre repas au restaurant, pauses dans des bars de ville alentour, et même arrêt dans un magasin appelé Route 21. Emily y achète une robe noire et blanche et une paire de talons noirs. Le couple retourne au motel en début de soirée et sirote un cocktail dans leur chambre avant de ressortir. Ils passent d'abord au bar Trinity's, avant de revenir au Blue Cactus Lounge pour finir la nuit. Là-bas, un dénommé David leur paie plusieurs tournées, qui s'enchaînent rapidement. Emily prend quelques cocktails, puis elle joue au billard avec Robert et ils dansent ensemble. En bref, c'est une soirée arrosée assez ordinaire. Jusqu'à ce qu'elle revienne des toilettes, en prononçant une phrase qui agace très fortement son compagnon. À plusieurs reprises ce soir-là, Emily dit à Robert qu'un autre homme lui a proposé de la raccompagner, si lui ne s'en occupe pas correctement. Des remarques qui ont progressivement fait monter la moutarde au nez du concerné, sans que ça se voit vraiment. Emily quitte le bar vers 23h30. Quand la caméra de surveillance du Blue Cactus Lounge la filme, elle est seule. Son langage corporel est celui de quelqu'un d'énervé, qui veut se rendre quelque part rapidement. 5 minutes plus tard, Robert sort de l'établissement à son tour. Il demande une cigarette à un client, puis du feu à une seconde personne, et finit par s'en aller. Ces 5 minutes d'écart entre leurs sorties, c'est déjà un mensonge par omission dans le récit qu'il va faire dès le lendemain matin. Un mensonge évidemment repéré par les enquêteurs, à qui on ne la fait pas. C'est ce qui marque le début de très forts soupçons. En réalité, avant d'appeler la police pour faire son signalement, Robert a passé plusieurs autres appels. Le dimanche matin, il se réveille à 5h30 et commence à téléphoner à tout va. Il contacte d'abord sa mère, puis il prend le téléphone d'Emily pour appeler Donovan, son ex-mari. Quand l'homme décroche, il lui explique la situation et lui demande si elle avait l'habitude de disparaître comme ça quand ils étaient en couple. Robert a bien fait de poser la question, parce que la réponse est oui. C'est effectivement arrivé une fois quand ils étaient à Las Vegas. Donovan lui conseille alors d'attendre jusqu'à 10h du matin avant de composer le 911. Très bien, il note ce conseil. Ensuite, il essaie de joindre Donna, la mère d'Emily, toujours depuis son téléphone à elle, mais il n'obtient aucune réponse parce qu'elle est à l'église. Robert lui envoie alors un message pour lui demander de le rappeler. Quand elle le fait en fin de matinée, il lui annonce que sa fille a quitté le motel la veille et qu'elle n'est toujours pas revenue. C'est finalement le père d'Emily, Steven, qui appelle Robert aux alentours de midi. Il lui dit clairement qu'au bout de 12 heures sans nouvelles, c'est devenu une urgence. Il faut absolument prévenir les autorités. Donc il prend enfin l'initiative et contacte le 911 le 2 mars en début d'après-midi. Il explique à l'opératrice qu'Emily est partie la veille, énervée, qu'elle portait une robe noire et blanche avec des talons noirs et qu'elle n'a rien avec elle. Il dit aussi qu'il arpente les couloirs du motel depuis 5h30 du matin et qu'il se ronge les sangs parce qu'il est très inquiet. Seulement, comme je te le disais au début de la vidéo, quand les enquêteurs se rendent à l'hôtel, ils voient que Robert ne montre aucun signe de détresse physique ou psychologique, contrairement à ce qu'il a laissé sous-entendre au téléphone avec les urgences. Un détail d'autant plus étonnant qu'Emily est peut-être en danger, comme il le dit lui-même. Plus tard dans l'après-midi, lors de sa déclaration formelle enregistrée au commissariat, Robert donne une version plus détaillée. Il dit qu'il a vu Emily monter dans un camion blanc, qui partait en direction de Loving après avoir quitté le bar, et qu'il n'a pas pu la rattraper. Il ignore qui est le conducteur de ce véhicule, donc à ce stade, il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'une personne dont les intentions n'étaient pas des meilleures. À la lumière de ces nouveaux éléments, le calme apparent de Robert s'avère particulièrement étrange. Si jamais t'es stressé, suis la méthode de Robert, assiste à un enlèvement. Mais il y a plus curieux encore. Lorsque les policiers récupèrent les images de surveillance du bar et du hall d'entrée du motel, ce qu'ils voient invalide une partie de son histoire. Les caméras du Blue Cactus Lounge montrent bien Emily s'en aller à 22h30, seule, le pas pressé. Le premier mensonge de Robert est prouvé. Contrairement à ce qu'il avait raconté aux enquêteurs, ils n'ont pas quitté le bar ensemble. Sauf que ce sont les images filmées par la caméra du hall d'entrée du motel qui sont les plus parlantes. Elles montrent Robert arriver en courant à la réception. Il est agité. Il a le téléphone à l'oreille et cherche à récupérer un double de la clé de sa chambre auprès de la réceptionniste. L'employé semble agacé par son comportement, parce qu'avant de la lui remettre, elle lui dit qu'elle ne lui donnera pas s'il claque encore la porte. Mais Robert n'a pas vraiment l'air d'en avoir quelque chose à faire, parce qu'il récupère la clé, puis s'en va de manière tout aussi ingrate. Suite à cet événement, il laisse un message vocal sur le répondeur d'Emily. C'est la preuve indéniable qu'à ce moment-là,
elle était dans la chambre et qu'elle y était seule. C'est même probablement elle qui a claqué la porte d'énervement. Robert en a peut-être été réduit à aller demander une autre clé à la réception parce qu'Emily a refusé de le laisser entrer dans la chambre. Donc on peut supposer qu'après son retour dans la chambre, la dispute s'est poursuivie. Ce qui s'est passé à partir de cet instant, pour le moment, ça demeure un mystère. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs sont à présent plus que certains que les choses ne sont pas exactement passées comme Robert l'a dit. Le dimanche soir, Emily n'est toujours pas revenue au motel, et elle n'a contacté aucun de ses proches, donc les investigations se poursuivent. Après son entretien avec les enquêteurs, Robert doit retourner travailler, et se rend sur le chantier pétrolier. Mais quand ses collègues le voient arriver, il est agité, et dans tous ses états. Donc ils lui disent qu'il devrait être au motel à attendre Emily, et le raccompagne là-bas. Pendant ce temps, les détectives cherchent des caméras de surveillance entre le Stevens Best Western et la route vers Loving. Ils tentent de découvrir une trace visuelle du fameux camion blanc dans lequel Emily serait montée. En fouillant bien, ils découvrent des images d'une caméra au Walmart sur South Canal, orientée vers la route. La vidéo montre effectivement un camion blanc passé à minuit 2, et seulement 30 minutes après qu'Emily a quitté le bar. Sauf que la distance de capture rend impossible l'identification des occupants du véhicule ou de sa plaque d'immatriculation. Ça sert à quoi les caméras de vidéosurveillance si c'est pour avoir une qualité vidéo niveau Nokia? Mais bon, ça donne une piste au moins. Et tous les hommes qui ont quitté le Blue Cactus dans la demi-heure suivant Emily sont interrogés et disculpés un par un. Sur la base de la chronologie que Robert a lui-même fournie, aucun n'aurait eu le temps de la prendre en charge. Le lendemain matin, le 3 mars, les parents d'Emily, Donna et Steven, prennent avec eux Eden et Danica. Ils descendent en voiture depuis Bedford jusqu'à Carlsbad. Ils savent que rien ne peut empêcher leur fille de rentrer auprès de ses enfants, à part quelque chose de très grave. En parallèle de l'enquête menée par les autorités, Donovan monte une équipe prête à faire le trajet depuis le Texas pour distribuer des avis de recherche. Une page Facebook intitulée Finding Emily est également créée pour coordonner toutes les actions lancées. En gros, tout le monde semble faire son maximum pour qu'Emily soit retrouvée au plus vite. Tout le monde? Eh ben pas vraiment. Robert, lui, est aussi actif qu'un paresseux. Et il y a une raison à cette flemme cosmique. Quand il revient au commissariat le 3 mars, il fait une nouvelle déclaration dans laquelle il reconnaît qu'il n'a pas vraiment vu Emily monter dans un véhicule. Il affirme qu'en fait, il l'a simplement vue partir dans la nuit. Forcément, il allait pas s'activer pour chercher quelque chose qui n'existe pas. Hormis le temps qu'il a fait perdre aux policiers, pourquoi mentir sur une chose pareille? Surtout qu'il n'a pas raconté des bobards qu'aux autorités. Le dimanche matin, Robert a également appelé son ex-femme, Brittany, en pleurant. Tout ça pour lui dire qu'il ne pouvait pas croire qu'Emily soit partie avec quelqu'un d'autre, après la belle journée qu'ils avaient passée ensemble. Plus suspicieux que jamais à son égard, les enquêteurs lui proposent de se soumettre à un test polygraphique le jour suivant. Contre toute attente, Robert accepte sans faire d'histoire. C'est surprenant parce qu'un menteur qui accepte de passer au détecteur de mensonges, c'est pas tous les matins que ça arrive. Le 4 mars à 10h, un examinateur de la police d'Artesia lui fait donc passer le test prévu au commissariat de Carlsbad. Et c'est là que ça se complique. Quand on lui pose la question « Savez-vous où se trouve Emily Lambert ?», Robert échoue au test, même quand on lui pose cette question à 3 reprises, de 3 manières différentes. En bref, il est à présent clair qu'il cache quelque chose concernant la disparition d'Emily. C'est évident qu'il a quelque chose à voir là-dedans, s'il ne sait pas exactement ce qui est arrivé à cette femme. Sauf que Robert décide de continuer à parler encore et encore. Le problème pour les policiers, c'est qu'ils doivent nager au milieu d'informations tout droit sorties de son imagination. Et à ce niveau, Robert aurait pu être artiste. Confronté aux résultats catastrophiques de son test polygraphique dans l'après-midi du 4 mars, Robert ne s'effondre pas. Il se contente de reconstruire son récit, et cette seconde version est plus élaborée, presque tirée d'un film, vu qu'un nouvel antagoniste surgit de nulle part pour disparaître aussi vite. Robert raconte cette fois qu'Emily aurait quitté le bar dans le pick-up d'un inconnu. Bon, si on met de côté le retour du pick-up qu'il avait dit ne pas avoir vu, c'est la suite qui semble légèrement tirée par les cheveux. Robert aurait suivi ce mystérieux camion en voiture, suite à quoi l'homme au volant serait sorti avec un tuyau métallique et l'aurait attaqué. Emily se serait alors interposée entre l'inconnu et son copain et aurait pris le coup en pleine tête à sa place. Robert affirme qu'il a pris peur et s'est enfui en l'abandonnant sur place, blessé, avec cet homme dont il ne connaît pas le nom. Et évidemment, il faisait nuit, donc il ne peut pas décrire son visage, ni donner le numéro de plaque d'immatriculation. Ce qui est remarquable dans cette déclaration, c'est qu'à aucun moment, Robert ne dit qu'il faudrait essayer de retrouver l'agresseur, ou même retourner sur place pour voir si on peut encore localiser, voire aider Emily. Il fait une autre proposition, celle de conduire les enquêteurs jusqu'au lieu de l'altercation, ce qu'ils acceptent. Robert guide le véhicule de police jusqu'à une propriété au 200 Potash Mines Road, dans le village de Loving,
à 19 km au sud-est de Carlsbad. Loving, c'est un petit village de 1400 habitants perdu dans le désert de Chihuahua. Depuis les années 30, les mines de potasse y ont creusé la terre, et les ranchers qui s'y sont installés n'ont aucun voisin à des kilomètres à la ronde. Et malgré ça, il y a un mec qui arrive à ramener la police dans le coin. L'endroit où Robert emmène les enquêteurs, il le connaît bien, parce qu'il passe devant chaque matin en allant au chantier. Une fois sur la propriété, le suspect reste dans l'allée extérieure proche de la voiture, tandis que les policiers avancent sur le terrain. L'un d'eux trouve rapidement une montre de femme dans la terre et continue sa progression. C'est là, derrière une grange, qu'il repère le corps sans vie d'Emily. Elle est allongée face contre terre, vêtue seulement d'un soutien-gorge. Et à en juger par les traces visibles au sol, elle a été traînée pour être abandonnée à cet endroit. Après avoir fait cette macabre découverte, le policier revient vers Robert pour lui annoncer qu'ils ont trouvé Emily et qu'elle est morte. En le reconduisant au commissariat, les enquêteurs savent que l'homme qui se trouve à l'arrière de leur véhicule vient de leur livrer lui-même la scène de crime. Sa deuxième version ne tient pas davantage que la première. L'autopsie du corps d'Emily permet d'ailleurs de mettre en évidence des traumatismes crâniens par contusion. Son visage et sa tête sont sévèrement tuméfiés. Quant à son corps, il est couvert d'écorchures et d'hématomes. La victime a également des marques de ligature autour du cou. Les médecins légistes peuvent établir avec certitude qu'au moment où elle a quitté le motel, elle était encore en vie. Donc elle est morte après. Il n'y a certainement jamais eu d'inconnu au volant d'un pick-up, encore moins d'agression avec un tuyau métallique. Seulement, n'avoir aucun doute sur la culpabilité d'une personne, ça ne suffit pas pour l'inculper. Les enquêteurs le savent. Heureusement d'ailleurs. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune preuve matérielle. Ils doivent donc absolument obtenir des aveux pour coffrer Robert. L'un des policiers prend donc le relais, avec pour seul but d'établir un lien avec le suspect. Il sait que si l'homme se sent en confiance et a l'impression qu'on l'écoute, il parlera plus facilement. Il lui offre alors une pause cigarette, pendant laquelle il discute tranquillement avec lui. C'est durant cette interlude que Robert admet pour la première fois une forme d'implication dans la mort d'Emily. Ensuite, il est ramené en salle d'interrogatoire, et à 17h49, il commence à parler. Cette fois pour dire la vérité, ou du moins, la version qui s'en rapproche le plus. On est quand même sur un mythomane de compétition, ça doit trembler à l'Élysée. Robert raconte comment s'est déroulée la soirée, en partant du moment où Emily a quitté le bar. Il dit qu'il a voulu rentrer dans la chambre, mais qu'il s'est bel et bien retrouvé face à la porte verrouillée de l'intérieur. À ce moment-là, Emily est ivre, mais elle veut prendre la route et repartir au Texas en pleine nuit. Robert essaie de l'en empêcher. C'est là que la dispute dégénère vraiment jusqu'à devenir physique. Emily le mord au bras jusqu'au sang, ce qui lui fait perdre pied. Robert commence à la frapper. Puis il la fait tomber et continue à lui donner des coups de pied. Dans le chaos de la bagarre, la robe de la victime se déchire et glisse sur le sol. Son compagnon la cogne violemment au visage et à la tête avec ses bottes à embout d'acier. Il ne s'arrête pas. Il frappe Emily encore et encore, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et s'effondre dans la chambre. En voyant ce qu'il vient de faire, Robert prend peur. Il sait ce qu'il attend s'il prévient les secours. Donc il ne le fait pas et décide de terminer ce qu'il a commencé. Il soulève sa petite amie par les bras, la porte jusqu'à sa Hyundai Elantra garée sur le parking du motel et prend la route dans la nuit noire. Emily reste inconsciente sur le siège passager pendant que Robert parcourt les 19 km qui les séparent de Potash Mines Road. Une fois arrivé à l'endroit choisi, il la sort du véhicule. Mais elle reprend connaissance et une nouvelle bagarre éclate entre eux. Robert saisit alors la pompe à air qu'elle a dans sa voiture et la frappe à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'objet se brise. Les coups portés ont été tellement violents que le plastique s'est fendu. Ensuite, l'homme fait un nœud coulant avec une corde autour du cou d'Emily. Il coince l'autre extrémité dans la portière côté passager, reprend le volant et la traîne sur plus de 150 mètres jusqu'à l'arrière de la grange. À en croire les médecins légistes, c'est à ce moment-là que la maîtresse d'école a rendu son dernier souffle. Après ça, Robert repart. Il rentre au Stevens Best Western, prend une douche et s'endort. Quand il se réveille à 5h30, il voit la robe d'Emily par terre et les traces de violence partout dans la chambre. C'est alors qu'il se remémore les faits et comprend la gravité de ce qu'il a fait. Il met donc la robe de la victime dans un sac poubelle et le jette dans la benne à ordures du motel avant de changer d'avis. Il le récupère pour le mettre dans celle de la station Chevron au coin de la rue, où il achète un paquet de cigarettes, puis retourne sur Potash Mines Road. Robert veut vérifier si oui ou non Emily est encore en vie. Il comprend qu'elle ne l'est plus. Alors il retourne au motel et nettoie du bout des doigts les traces de sang visibles sur les murs de la chambre avec du savon. Enfin, il commence à élaborer la version qu'il va donner à la police, en pensant d'abord à fuir et rentrer au Texas. C'est sa mère qui l'en dissuade, quand il l'appelle le dimanche matin. Robert raconte tout ça à l'enquêteur en 26 minutes tout pile. Un second policier l'interroge à 19h15, et il répète la même version,
sans en changer un mot, comme s'il récitait quelque chose qu'il a eu le temps de mettre en ordre pendant les 2 jours qui ont précédé. Robert guide ensuite les forces de l'ordre vers les preuves disséminées sur le bord de la route entre Potash Mines Road et Carlsbad. La corde et la pompe à air brisées, laissées là comme des jalons qui mènent tout droit vers lui. Cerise sur le gâteau, la robe déchirée d'Emily est toujours dans la benne à ordures dans laquelle Robert l'avait jetée. Il est arrêté le 5 mars 2014, à 1h du matin. Il est incarcéré au centre de détention du comté d'Eddy pour meurtre au premier degré, enlèvement et altération de preuves. Sa caution est fixée à $1 million, une somme qu'il n'a évidemment pas. Depuis sa cellule, il appelle sa mère. Il lui dit qu'ils avaient beaucoup bu ce jour-là, et que ça a mal tourné quand Emily s'est attaquée physiquement à lui. Robert soutient qu'il a juste pété les plombs, et qu'il espère être condamné pour crime passionnel. Ce sont ses mots, hein. Sa mère, elle, enfonce le clou. Elle lui répond qu'il n'a jamais su maîtriser ses émotions quand il s'emportait. Elle savait qu'avec l'alcool, ça finirait mal un jour. Et qu'en entendant la nouvelle, elle s'est dit qu'Emily l'avait provoqué et qu'il n'avait pas su s'arrêter. On passera sur les paroles de la mère qui enfonce la victime en sous-entendant qu'elle a provoqué ce qui lui est arrivé. Ce qui est sûr, c'est que ce qui attend Robert maintenant, c'est un procès. Par contre, ce que je ne t'ai pas encore dévoilé, c'est que même à ce stade, il n'en a pas encore terminé avec les mensonges. Et ça va pas servir ses intérêts. Le procès de Robert Glenn Early s'ouvre le 28 avril 2015 à Carlsbad, 1 an et 2 mois après les faits. Les aveux complets du mis en cause, enregistrés en 2 sessions le soir du 4 mars, sont la pièce maîtresse de l'accusation. Ils ont été versés au dossier avec les preuves matérielles vers lesquelles Robert a lui-même guidé les enquêteurs, sans parler du fait qu'il les a aussi conduits au corps d'Emily. Même si on connaît la mauvaise foi légendaire des avocats, la défense ne peut pas justifier ça. Alors elle se voit obligée de réaxer sa stratégie de défense, quand bien même il y aurait quelque chose à défendre. Donc elle mise sur une stratégie reposant entièrement sur l'alcool et ses effets néfastes. Déjà en France, ça aurait pas marché, parce que l'alcool ou les drogues sont des circonstances aggravantes en général. Mais bon, faut bien tenter un truc, et Robert a commencé à boire dans l'après-midi du 1er mars. Ses avocats affirment qu'au moment des faits, il avait une telle quantité d'alcool dans le sang qu'il était incapable de former l'intention spécifique requise pour commettre un meurtre au premier degré. En gros, il était aussi imbibé que Pierre Palmade un samedi soir, qu'il ne comprenait pas les actes qu'il commettait. Donc il ne pouvait pas avoir prémédité ce meurtre. Si l'on suit cette logique un peu trop facile, Robert ne devrait être condamné que pour meurtre au second degré. Un expert en pharmacologie est appelé à la barre pour étayer cette thèse, pendant que la défense tente en parallèle d'obtenir l'exclusion de plusieurs preuves. Mais le tribunal refuse ces demandes en bloc et reste imperméable. Le coup du « c'était pas moi, c'était l'alcool » peine à convaincre. Pour l'accusation, forcément, c'est plus facile. Elle n'a pas grand-chose à faire de plus que de lire la transcription des aveux de Robert à haute voix, en montrant les images de la scène de crime. D'ailleurs, dès le début des débats, la procureure a réclamé la peine maximale, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La peine automatiquement prononcée au Nouveau-Mexique pour meurtre avec préméditation. Le 15 mai 2015, après quelques heures de délibération, le jury rend un verdict de culpabilité sur les 3 chefs d'accusation. Meurtre au premier degré, enlèvement et altération de preuves. Robert est le premier homme jugé et condamné pour meurtre au premier degré au Nouveau-Mexique depuis l'abolition de la peine de mort en 2009. Cela dit, c'est une distinction et une très mauvaise publicité que la ville de Carlsbad aurait préféré ne pas avoir. Lors de l'audience de condamnation, le tueur s'adresse brièvement à la famille d'Emily. Il dit que la culpabilité et la douleur qu'il porte depuis cette nuit-là sont un cauchemar à vivre au quotidien, qu'il ne s'attend pas à être pardonné, et qu'il échangerait volontiers sa place contre la sienne. Ses proches n'ont pas répondu publiquement. Quant à la Cour suprême du Nouveau-Mexique, qui examine l'appel de Robert l'année suivante, elle formule l'une des conclusions les plus dévastatrices de tout le dossier. En réalité, l'homme a menti une dernière fois le soir de son arrestation. Dans le véhicule qu'il conduisait en cellule, il a confié à un policier que la version qu'il avait donnée en salle d'interrogatoire était encore incomplète. La vérité, c'est qu'Emily n'a jamais repris connaissance sur la propriété de Potash Mines Road. Elle n'a pas lutté contre Robert quand il a saisi la pompe à air. Elle est restée inconsciente depuis la chambre du motel jusqu'à sa mort. Chaque coup supplémentaire qui lui a été porté à cet instant relevait donc clairement d'une volonté limpide, celle d'infliger la mort. Robert l'a traîné en voiture sur 150 mètres, gratuitement. C'est précisément cet aveu que la Cour suprême du Nouveau-Mexique retient 2 ans plus tard pour écarter définitivement la thèse de l'ivresse. La complexité même des actes de Robert cette nuit-là, à savoir leur enchaînement délibéré, la contredit même irréfutablement, parce qu'un homme qui n'a pas la maîtrise de ses actes ne porte pas une femme inconsciente jusqu'à sa voiture
pour conduire dans la nuit jusqu'à un endroit isolé. Il ne pense pas non plus à l'achever à coups de pompe à air, ni à se débarrasser des preuves en les jetant à droite à gauche. Le tout avant d'aller faire un signalement à la police assorti de plusieurs versions mensongères successives. Sans surprise, la Cour rejette l'ensemble des 8 griefs d'appel et confirme les 3 condamnations en mai 2016. Ce qui reste sans réponse actuellement, c'est la question la plus simple. Pourquoi Robert a-t-il déchaîné une telle rage sur Emily ce soir-là? Contrairement à beaucoup d'autres affaires dans lesquelles il y avait eu des signaux d'alerte avant que le meurtre soit commis, à aucun moment l'entourage de la victime n'a pensé que le meurtrier pouvait être dangereux. D'ailleurs, il n'a aucun antécédent de violence officiellement documenté. Avant cette nuit-là, il n'avait eu affaire à la police qu'une fois, pour une arrestation dans le comté de Tarrant, et ce n'était que pour un refus d'identification. Et puis, tout allait bien dans le couple jusque-là. La seule explication plausible a été mentionnée dans la conversation que Robert a eue avec sa mère suite à son interpellation. Sans la contredire, il a admis ne jamais savoir s'arrêter quand il s'emportait. Et comme c'est souvent le cas, l'alcool avait tendance à aggraver ce côté très problématique de sa personnalité. Il a donc juste pété un câble parce qu'il ne savait pas se contrôler. Évidemment, ça n'excuse en rien ce qu'il a fait. C'est quand même un grand classique que de dire que c'était un accident, et que pour pas se faire choper, fallait démembrer un corps. D'ailleurs, ça me rappelle clairement l'affaire Brenda Gordillo, que je t'avais raconté sur cette chaîne, et là aussi les excuses étaient légion. On est arrivé à la fin de cette affaire criminelle, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je te dis à très vite, n'hésite pas à t'abonner. Bye.